Il y a des gens qui ont géré pendant 18, 20 ans, 30 ans. Nous les connaissons, mais il n'y avait pas ce que nous sommes en train de voir actuellement. La ville de Kinshasa, regardez. C'est pourquoi moi je dis, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais beaucoup est fait. Parce que dans 5 ans, je dis bien, dans 5 ans, on ne peut pas tout faire. C'est pour vous dire que, toutes choses restant égales, la tricherie, c'est dans la tête des opposants qui se sentent déjà perdants. Il y a des opposants préfabriqués. Hein. Lorsque vous me parlez de ça veut dire quoi, opposants préfabriqués? Oui, préfabriqués. C'est pour besoin de circonstances. Là, une survie, une couverture politique. Docteur Mukwege, son combat, c'est contre les exactions à l'Est. C'est un bon médecin, il est bon pour la société civile, il est bon comme porte-flambeau, il est bon pour faire des pressions et montrer ce que le pouvoir en place doit faire, mais c'est un mauvais candidat. Je comprends que vous n'avez, au niveau de l'Union sacrée, peur d'aucun opposant dans le contexte actuel. Aucun et alors aucun qui nous effraie. Même pas Katumbi Moïse. Non, là, il ne faut même pas parler de Moïse. Lui-même le sait pertinemment bien que face à Tshisekedi, il ne fera rien. Face à l'actualité, toute l'actualité, c'est sur Tambour Matin. Bonjour à tous. La République démocratique du Congo vient de prendre l'avant-dernier virage vers les élections générales de décembre 2023. Les partis politiques se préparent et veulent tous remplir le Parlement. Les 500 sièges qui sont mis en compétition sont brigués par plus de 20 000 candidats à travers toute la RDC. Et nous recevons l'un d'entre eux, secrétaire général du parti politique ADP, de Christophe Lutundula, maître John Bombomitango, habitué de face à l'actualité, qui nous fait honneur de nous recevoir dans son somptueux bureau de Kinshasa. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour, monsieur le DG. Nous avons le même plaisir de vous recevoir dans Face à l'actualité pour parler des élections de décembre 2023, de cette année donc. Okay. Et justement aussi de votre candidature. Vous êtes candidat député national dans la circonscription de Mbujimayi. Tout à fait. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on doit présenter à la population du Kasaï oriental au regard du combat que vous portez depuis plusieurs années maintenant. Et pour rapidement entrer dans les vifs du sujet, Maître John Bombo, vous avez été candidat déjà en 2018. Vous n'êtes pas passé. Et ensuite, nous savons par où vous êtes passé comme opposant politique avant, bien évidemment, l'alternance de 2019 et avant que vous deveniez effectivement membre de l'Union sacrée de la Nation. Oui. Y a-t-il une différence entre le John Bombo de 2018 et celui qui brigue le siège de député national de 2023? Oui, merci bien. En termes d'homme, oui, c'est le même homme. Il s'agit de mes identités. En termes de vision, la vision, elle est la même. Mais en termes de stratégie, les deux Mbombo se diffèrent. Parce que, comme vous l'avez dit, en 2018, j'ai eu l'expérience de l'échec. C'est d'ailleurs le président Sarkozy qui m'a toujours exhorté dans ces petites séquences que j'ai. Il ne faut jamais craindre l'échec. C'est après avoir échoué qu'on peut envisager la réussite. Et chaque jour, on dort avec des doutes, on se réveille avec l'espoir. Ça, c'est le président Macron qui l'a toujours dit. J'estime pour ma part que, bien sûr, celui de 2018 et celui de 2023, ils sont différents dans leur mode opératoire. Cette fois-là, je sais ce qui m'avait écroulé, mais j'ai essayé de rectifier le tir pour que la victoire soit mon partage. Alors, la stratégie, elle a changé, mais est-ce que la vision politique que vous portez a aussi changé entre 2018 et maintenant? Non, la vision politique n'a pas changé. Parce que ce soit en 2018 ou en 2023, l'idéal reste le même, devenir député national, travailler pour le compte de la nation congolaise, pour le peuple congolais, mais tout en étant de la circonscription électorale de la ville de Mbujimayi, le Kasaï oriental en général. Donc, c'est pour dire que la vision reste la même, parce que moi, elle reste la même. Je vous ai toujours dit que je plains ceux qui ont des visées et non des visions. Parce que la vision, elle est large, tandis que la visée, elle est singulière. Donc, bref, pour moi, je m'inscris dans la même vision, celle
d'être un grand homme politique et faire en sorte que mes applaudimètres soient connus de tous et les mettre en exergue au profit du peuple congolais. Le peuple congolais, et particulièrement celui du Kasaï oriental, auprès de qui vous allez vous présenter, s'est fait une certaine opinion du député national, du portrait robot du député national. Récemment, Mbujimayi, vous également, comme acteur politique, lors d'une conférence de presse, vous avez dressé un profil type du député national. Pour nos téléspectateurs, tous ceux qui vont suivre cette émission, pour vous, c'est qui le bon député qui doit, en principe, recevoir la confiance et les suffrages du peuple? Merci beaucoup. On a toujours dit que le peuple a pour dirigeant les hommes que lui-même s'est choisi. Et que nous savons que n'est pas député qui veut, il y a tout un processus. Et d'autre part, nous savons que le scrutin, il est ouvert, la Constitution, elle est ouverte, la loi électorale est ouverte à tout le monde, pour autant que chacun puisse remplir les conditions. En sus des conditions de forme et de fond, il y a des plus petits détails que l'on doit rencontrer dans le chef de celui qui veut se porter comme candidat député. Parce que j'ai toujours dit, le candidat se prépare et la base le porte. Parmi les petits détails, je peux épingler sur la vocation. Est-ce qu'en allant comme candidat député, avez-vous la vocation? Qu'est-ce que vous irez faire? Qu'est-ce que vous attendez de vous-même en tant que candidat député ou soit député in fine? À partir de là, c'est une méthode que je dirais c'est le tamisage de l'individu qui se met lui-même sur la balance, et ça profite aussi à la base de mettre les candidats sur la balance pour découvrir si réellement on est vrai candidat. Même au niveau des disciples de Jésus, tout le monde était disciple, ils étaient 12. Mais parmi eux, il y en avait de faux. Comme Judas, nous le savons bien. Bien sûr qu'il a fait les miracles au nom de Jésus. Il gardait même la trésorerie de Jésus-Christ. Donc même parmi les candidats, il y en a de faux et de vrais. Bien que tous peuvent me dire que non, mais nous sommes de bons pour autant que nous remplissions les conditions de la loi électorale. Bien sûr. Les missions traditionnelles, missions régaliennes d'un député, elles sont deux. C'est légiférer et le contrôle de l'exécutif. Le contrôle de l'exécutif, il n'y a pas seulement le gouvernement. Donc, toutes les dépendances, le gouvernement et toutes ses dépendances, les entreprises publiques et sais-je encore. Or, pour légiférer, vous devez quand même remplir certaines conditions. Vous ne savez pas parler. Vous allez légiférer comment? Vous allez me dire non, mais nous avons les 4 langues nationales. Il y a des gens qui manquent de prérequis. Donc, les ABC même d'intellectualisme, ils en manquent. Ils vont dans la députation pour servir de leur, comment dirais-je, leur fonction de voile pudique. Je donne un exemple. Je ne suis pas contre les hommes d'affaires, les commerçants qui font la politique, parce que je vois les gens talents. Le président béninois, c'est un commerçant. Je connais le vieux Ruto, le président kenyan, c'est un homme d'affaires. Mais chez moi, qu'est-ce que j'ai constaté? Vous voyez un commerçant, coûte que coûte, il veut passer député. Certains vont même jusqu'à sacrifier leur progéniture. Sacrifier la femme, sacrifier les enfants, vendre des parcelles. L'objectif, c'est lequel? Devenir député. Comme ça, quand ils vont passer la commande de leurs marchandises, ça arrive au pont au niveau du péage, non, c'est pour les députés. On laisse passer la marchandise à titre gratis. Pourquoi? Il est exonéré parce qu'il est député. C'est ce que moi-même j'ai vécu. Quand ça arrive, il va entreposer sa marchandise. Il attend créer la crise au marché. Et qui vont en pâtir, c'est la même population qui lui a donné le suffrage. Et il attend, il crée une crise artificielle. Et après cette crise, lui va vendre, il dit, j'ai fait ce que nous appelons tombola. Et avec le tombola là, lui gagne beaucoup plus au détriment de la population. Et il s'est servi de sa fonction d'être député. Est-ce que réellement, il en avait la vocation? Non. C'est un parvenu, un rambassi. Il est venu parce qu'il n'avait qu'une visée, laquelle c'est de faire de la députation un cheval de toit pour couvrir ses activités. Et ces gens-là, ils sont nombreux. Vous verrez comment ils travaillent. Je suis moi-même candidat député, premier suppléant ma femme, deuxième suppléant mon fils aîné, mais je me sers de la base. Ce n'est pas le cas pour vous? Non, ce n'est pas le cas pour John. Encore moins, ce n'est pas le cas de l'ADP. Parce que chez nous, à l'ADP, nous nous sommes dit que c'est la méritocratie.
solidarité, démocratie, travail dans l'excellence. Moi, mon premier suppléant, il est M. Kalonji. Stanley, il est premier vice-président de interfédéral au Kassai oriental. Il n'est même pas de ma tribu. D'ailleurs, je vous informe que je ne connais même pas sa tribu. De par ses identités, je peux comprendre qu'il peut être de Beko, mais moi, je ne sais pas. Le deuxième suppléant, il est président de la jeunesse démocrate pour le progrès. C'est un jeune, je crois, 29 ans ou 30 ans, si je ne m'abuse pas. C'est pour booster la jeunesse. Je n'ai pas pris. D'ailleurs, mon petit frère de père et de mère, comme on l'a toujours dit, qui vient immédiatement après moi, qui est avocat, a battu en retraite. Il voulait se positionner au niveau de la députation provinciale. Il a dit, nous risquerons de faire une politique de foyer. Ça ne sert à rien. Nous devons nous soutenir ceux qui nous soutiennent. Et il est cadre très actif aussi. Il est cadre très actif. Francis Chimanga. Il est là. Il était candidat à la députation provinciale. Finalement, il a battu en retraite. Il dit non, je préfère soutenir les membres du parti au lieu que ce soit une histoire de famille. Donc c'est pour dire que chez nous, c'est la méritocratie. Nous n'aimerions pas. Bien sûr, il peut nourrir des ambitions comme tout le monde. Je ne peux pas l'en empêcher. Mais il a vu que la moralité politique voudrait qu'il puisse rouler pour les autres et pour battre en retraite. Vous pensez que c'est immoral d'aligner ses enfants ou sa femme comme suppléant? Je trouverais que c'est immoral parce que même si la Constitution ne l'interdit pas, la loi électorale non plus, Lutundu l'avait fait avec la proposition de loi. Bon, vous voyez comment c'était sorti. Moi, j'estime que si vraiment on se veut de travailler pour l'intérêt général, on se doit de se dépasser de sa famille. À moins que l'on puisse prouver au grand jour que ce que je fais, c'est pour ma famille, un point, un trait. Bien sûr, quand on travaille, on nourrit. Il n'y a que dans la Bible où il est dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais en politique, ce n'est pas ça. C'est l'intérêt général qui doit primer. Et on doit voir les prémices, les ABC d'avoir intégré cette moralité politique à partir de votre liste. Vous alignez votre femme. J'ai vu certains autres. Il est candidat à la députation nationale. Sa femme première suppléante provinciale, c'est pas son oncle maternel. Lui-même est sénateur, candidat sénateur. Il va mettre son fils, des autres mettre leur concubine. C'est pour dire qu'ils se servent de la politique simplement pour assouvir leur soif de la famille. Ils ne travaillent pas pour le compte de l'intérêt général. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui prouvent qu'on est réellement un bon candidat. Et vous verrez, ils partent sur le terrain, c'est pour insulter les autres. Et ils vous disent que moi j'ai des moyens. Donc, là, ils sont en train de... Moi, je dirais que c'est une corruption morale. Bien sûr, vous me direz que c'est vraiment une pratique qui s'est systématisée, qui s'est vraiment engrainée dans notre population. Mais nous combattons cela. Voyez sous d'autres cieux comment les élections se passent. Ce n'est pas comme chez nous. Ils nous volent nos voix. C'est comme un enfant qui vole du lait, qui en a dans sa bouche, vous le surprenez, il ne saura pas parler. Pourquoi? Parce qu'il a le lait dans sa bouche et le lait là en poudre va bloquer sa langue, même les sons palatales seront bloqués. Et le type comme ça qui vole vos voix, qui va au Parlement, il ne dira rien. Pourquoi? Parce qu'il a le lait volé, les voix volées de la population. Et ce sont ce type de ces personnes que vous verrez au Parlement. Ils ne parlent rien, ils ne disent rien pour leur circonscription. Par contre, ils vont même ne pas adresser les paroles à d'autres députés de leur circonscription. Le cas du Kassai oriental. Vous savez que nos députés ne se parlent pas. Entre eux, les députés ne se parlent pas. Même au niveau du caucus, je me réserve de citer leur nom, mais la population qui m'écoute, elle va accréditer ma thèse parce que vous voyez même lors des vacances parlementaires, les députés qui arrivent, qui commencent même à insulter l'autre. Et l'autre qui vous dit, je travaille pour telle société, je ne veux pas que ça fasse. L'autre qui hausse le ton pour dire non, il a ses intérêts là-bas. Mais oui, chacun a des intérêts. Ça peut être direct ou indirect, mais on a des intérêts. Et non parce qu'il a les membres de sa famille. Non, mais la société n'est pas remplie à 100% par les membres de la famille de M. X. Il peut en avoir 2 ou 3, mais les restes ne sont pas les membres de sa famille. Donc tout ça, ça prouve à suffisance que nous avions très mal procédé à la désignation par voie de suffrage de nos représentants et que ce sont ces gens-là que nous prenons comme échantillon, matière, comment dirais-je, à titre illustratif, pour prouver à la population que voilà le prototype, le profil des mauvais candidats qui vont se pointer pour les élections de 2023. Pensez-vous que tous ceux qui ont été élus en 2018 n'ont pas correctement rempli leur mission? La majorité, non.
la majorité non. Il y a toujours les restes pour les seigneurs, il y a toujours une exception, mais je dirais à 90%, à 99% non. Mais 1%, on voit quand même qu'il y en a de ceux qui ont bien travaillé. Alors, vous qui venez, qui brillez cette députation nationale, vous les trouvez alors que pour la plupart, presque tous, ils se représentent dans la même circonscription. N'avez-vous pas peur de jeter des énergies et des moyens dans une bataille perdue d'avance face à des gens qui ont le terrain, qui ont les moyens, qui viennent de sortir de 5 ans de mandat? Notre population n'est pas naïve, ou n'est plus naïve. L'expérience des 2 gouverneurs évincés, élus évincés, l'expérience des 2 présidents de l'Assemblée provinciale, élus évincés, et le mouvement de la population face au mode de gestion de la province du Kasaï oriental. Il y a beaucoup d'ingrédients qui militent à ma faveur. Je parle de moi-même, à ma faveur. Ces ingrédients-là font de moi un maillon fort et que je ne puisse pas craindre quelqu'un. Bien sûr, je ne sous-estime pas parce que je ne prendrai pas tous les 6 sièges. Il y en a 6 au niveau national, mais j'ai dit, je suis en pole position et je ne crains personne de ces gens-là. Vous êtes secrétaire général d'un parti politique de l'Union sacrée de la Nation, l'ADP. Donc, comme secrétaire général, vous avez une vue d'ensemble sur l'organisation de votre parti au niveau national. Là, on parle de vous, de John Mbombo, comme candidat député national, mais comme secrétaire général du parti, quelle ambition vous portez pour ces élections du 20 décembre, votre parti? Merci bien. Si vous lisez la charte de l'Union sacrée, on parle de partage des différentes fonctions. Ça, ce n'est qu'une économie. Je ne donne pas les dispositions in extenso. Selon le poids politique. Et nous savons que chaque parti n'est bon parti que lorsqu'il a un poids politique. Et le poids politique, c'est lorsque vous avez des députés nationaux, les provinciaux, les sénateurs, et là vous aspirez à avoir les différents portefeuilles. Nous, ADP, nous le disait une fois, c'était dans une manifestation des femmes, il dit c'est inacceptable qu'à chaque cycle que je sois seul. C'est inacceptable que je puisse mouiller le maillot, mais que je n'aie personne autour de moi. Ça doit changer. Et c'était un cri d'alarme. Il a tiré de la sonnette. Moi-même, j'ai eu des douleurs avec Akwite quand je l'ai entendu parler. J'ai tiré comme leçon, la détermination dans le chef de Lutundula. Et la signature qu'il a apposée à cette déclaration m'a donné le courage de pouvoir aligner de bons candidats. Au sein de l'ADP, nous sommes allés dans les regroupements Agissons et Bâtissons, mais nous nous sommes dit, nous sommes autant de partis politiques qui constituent la plateforme Agissons et Bâtissons, mais ADP travaille dans l'excellence, misons beaucoup plus sur la méritocratie, la quantité, la qualité plutôt, la qualité. C'est cette qualité qui fera que notre quantité soit diminuée. Autrement dit, je donne un exemple pour la province du Kasaï oriental. Au niveau de la députation nationale, la liste était constituée sur base de l'ADP parce que ADP a de l'ancrage au Kasaï oriental, a de l'ancrage dans le Sankourou, donc dans l'espace Kasaï. On s'est répartis comme cela, c'est comme à Verpé, dans l'espace Kindu, Gilondo, oriental, le vieux Motinga, on s'est partagé. Mais quand il m'a été posé la question de construire la liste, j'ai dit non. Je risque de mettre des candidatures frivoles. Au nom de la méritocratie, au nom de la qualité, j'aimerais moi, au lieu que nous puissions prendre 6 sur 6, je prends 2 ou 1. Et au niveau du parti, il y a eu des discussions au Kasaï oriental. J'ai vu qu'il y avait un bon candidat, comme José Loufoulo-Bomouendaloum, qui est le président fédéral, qui dit non. Ce que nous devons faire dans nos stratégies, nous vous laissons aller. Nous vous enjoignons 2 qui vont faire liste avec d'autres colissiers. Ça va vous permettre d'être en pole position. Nous allons reculer pour la députation provinciale. Vous voyez que déjà, c'est une stratégie. Cette stratégie, nous l'avons appliquée partout. Et je vous informe que sur toute l'étendue de la République, sur toutes nos listes, nous avons franchi les seuils de recevabilité de 60%. Et dans les 60%, nous, ADP, nous nous sommes dit, nous travaillons pour n'avoir que 45 bons candidats. Mais Dieu a fait que nous soyons à, je crois, 51, pour mon assistant, 51 candidats. Mais sur ces 51 candidats, nos braqueurs, nos caméras,
sont sur 30. Et dans ces 30, nous espérons avoir 10. Et 10, c'est déjà un point politique consistant parce que, bien sûr, nous pouvons nous hasarder à dire nous aimerions avoir la majorité au niveau du Parlement, mais nous n'irons pas seuls. Avec ce système électoral, il y a des coalitions. Si nous sommes 10 et que dans tel autre parti, il y en a 10, dans tel autre, nous formons l'union sacrée, effectivement, et nous ferons en sorte que ça soit vraiment de l'airain autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui le renouvellement de mandat est indubitable. Au côté du travail que vous allez faire avec vos candidats, il y a aussi celui de la visibilité de l'implantation du parti. Bien. Vous nous disiez il y a plusieurs mois que vous aviez entamé une campagne d'implantation de l'ADP. Oui. Vous étiez dans les Grands Kasaï, vous avez organisé une grande manifestation ici à Kinshasa. Après, plus rien. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Non, plus rien, je vous donne raison, c'est parce que vous n'avez pas l'information quotidienne du parti. Je vous informe qu'à Kindu, c'était l'avalanche de la population parce qu'il fallait voir la marée humaine. J'avais envoyé des émissaires qui sont allés frayer le chemin comme Jean-Baptiste avant que je ne descende. Ils sont allés, ils ont été accueillis avec pompe. Vous pouvez seulement vérifier, il y a des images qui sont passées. À Goma, les deux envoyés, ils sont allés préparer le terrain, ils sont revenus me faire rapport. Il fallait voir la marée humaine. Et les gens croyaient que c'était le secrétaire général de l'ADP qui était là. Alors que ce n'était que des simples membres que j'avais envoyés pour aller faire la prospection. Le terrain, il est vraiment prenable. Non seulement là-bas, dans le Haut-Katanga, parce qu'après Kassai oriental, je viens fraîchement de Lubumbashi, je suis allé, la réunion a pris la tournure d'une matinée politique. Moi-même, j'étais allé, ne serait-ce que me réunir avec les membres des différents comités. Mais j'arrive là-bas, j'ai trouvé que non seulement les membres des différents comités, mais ça a pris une expansion au contour d'une matinée politique. Alors, les gens m'attendent avec acuité, je vais devoir descendre. Bref, je vous dis, nous sommes en train de travailler et d'installer le parti autour, actuellement, c'est autour de nos candidats. Kananga m'attend. Je dois descendre Kananga. D'ailleurs, pour votre information, il y a eu une tournée. On attendait la publication des listes provisoires. Maintenant, ce sont les listes définitives avec la Cour constitutionnelle. Dès qu'on finit, on publie les listes provisoires des candidats à la députation provinciale. Directement, je commence à me tourner pour présenter les candidats. Soit c'est le VPM, soit c'est moi-même. Donc là, soyez-en sûrs que tout est fait. Vous venez de voir toute une cohorte sortir de mon bureau, une vingtaine de personnes, je crois, une quinzaine de personnes qui étaient ici. Elles viennent de tous bords. C'est pour solliciter ma descente. Il y a ceux qui viennent de Chikapa, il y a ceux qui viennent de Kwilu, il y a ceux qui viennent, donc ils sont venus. Nous discutons déjà pour élaborer le calendrier de ma descente. Donc, la visibilité, elle est certaine. Aujourd'hui, vous pouvez parcourir 10 mètres. Vous voyez même un t-shirt de l'ADP. Alors qu'avant, ce n'était pas. Donc, il y a eu une avancée très significative. On va parler de l'Union Sacrée pour terminer. Plateforme où vous êtes membre, comme parti politique, comme membre du gouvernement à travers le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères. Vous portez la candidature du président Tshisekedi à la présidence de la République. On l'a vu dans les images, notamment à la Fikine, lors de votre dernière manifestation à Kinshasa. Est-ce que vous n'avez pas peur que le bilan du président Tshisekedi soit votre handicap dans toutes ces tournées que vous prévoyez? Non, il n'y a pas d'handicap. Beaucoup est fait, beaucoup reste à faire. Ce n'est que normal. Et le point de vue de son bilan, il est positif. Nous avons des éléments à vendre positivement. Pas les Galelo. On les dit. D'ailleurs, vous venez du Kassai oriental. Je ne sais pas si je n'ai pas vu autant de personnes tousser au Kassai oriental. Parce que les grandes artères sont asphaltées et sont en train d'être asphaltées. À Bonzola, là où on a levé les gens à tout moment. Moi, je vous dis, j'ai circulé à Bonzola à 1h du matin. Je roulais là, j'étais, franchement, mais avec un minimum de sécurité qui est imposé à chaque citoyen du monde. Vous voyez la route, comment dirais-je, Tchikilajij, qu'on appelle Kasavubu. Ça passe vers Kemek. On l'a asphalté d'un bout à l'autre. Au moment où je vous parle, moi j'ai laissé... C'est votre fief là. C'est mon fief. Je viens fraîchement de là.
Je n'ai qu'une semaine ici à Kinshasa. J'étais étonné. Moi, en allant, je m'étais procuré d'un cache-nez. Je me disais qu'il devait y avoir de la poussière. Mais non, la route bitumée, asphaltée. Et j'ai laissé l'asphaltage jusqu'au niveau, là où les mamans vendent les poules. C'est pour vous dire que c'est déjà OK. La seule route qui n'est pas encore asphaltée jusqu'alors, c'est la route Odia David. Mais à l'allure où vont les choses, je crois que dans 3 mois, 2 mois, 3 mois, ça sera fait. Donc, le grand développement s'est fait sentir par les infrastructures. Et là, ce n'est que le Kasaï oriental. Oui, je n'ai pris qu'un échantillon. Ça aurait été mieux que vous citiez 2 ou 3, 4 provinces. Très bien. L'aéroport qu'on est en train de construire à Lualaba. À Lualaba, il y a un aéroport qu'on est en train de construire. Regardez les grands édifices qui poussent comme des champignons dans le Lualaba. Vous avez vu la maquette, déjà la construction initiée pour l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, qui n'existait pas avec les démembrements. Il y a les mines là-bas. Non, mais d'accord, je vous dis... Des provinces du Grand Équateur, du Grand Bandundu. Tous ces temps, il y avait des mines. Tous ces temps, il y avait des mines. Mais on n'était pas à ce niveau. Il y avait des mines. Il y a des gens qui ont géré pendant 18, 20 ans, 30 ans. Nous les connaissons, mais il n'y avait pas ce que nous sommes en train de voir actuellement. La ville de Kinshasa, regardez. C'est pourquoi moi je dis, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais beaucoup est fait. Ce n'est pas pour dire qu'on doit s'arrêter par là, non. Mais c'est déjà le discours que nous devons, le discours très positif en faveur de la candidature du chef de l'État, et nous voudrions lui accorder le 2e suffrage pour qu'il termine sa mission. Parce que dans 5 ans, je dis bien, dans 5 ans, on ne peut pas tout faire. Dans 5 ans, on peut poser le jalon, et autres 5 ans, faire en sorte que les bâtisses puissent pousser des sols et qu'il y ait des toitures afin que les édifices soient réellement visibles. Donc, du côté bilan, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Sur le plan sécuritaire, comment voulez-vous vous développer alors que la sécurité pose problème? Mais aujourd'hui, bien sûr. C'est votre talon d'Achille. Oui, mais c'est ça. Déjà, oui, mais c'est normal. Les investisseurs peuvent-ils venir là où il y a de l'insécurité? Ils ne viennent pas. Vous n'arrivez pas à terminer la sécurité. Non, je vous dis ceci. D'abord, vous aviez une armée infiltrée du fond en comble. Aujourd'hui, il n'y a pas la chasse à la sorcière, mais ceux qui nous ont infiltrés commencent à fuir d'eux-mêmes. Vous apprenez, on n'a pas indexé tel, vous apprenez que tel colonel a fui. Tel colonel. Quand on parle de défection là, non, il faut parler de la fuite. Ceux qui nous ont infiltrés, d'eux-mêmes, ils se cassent. Est-ce bon ou mauvais signe que les officiers partent d'eux-mêmes? Un très bon signe. Un très, très, très bon signe. Le nettoyage. Imaginez qu'aujourd'hui, Tshisekedi prenne les listes, se tiennent au camp pour dire, j'aimerais vérifier les identités de tout un chacun. On allait dire quoi? Voilà! Stigmatisation, tout ça. Mais de vous-même, vous trouvez que trop c'est trop. Ici, je n'ai pas de place. J'ai autant trahi l'armée, il faut que je fuis. Mais moi, je ne peux qu'applaudir. Je prie beaucoup pour que ceux qui nous ont infiltrés continuent à fuir. Les intouchables. Il y avait des gens qui avaient des mines d'or ici. On vous dit, vous êtes premier producteur de coltan, mais c'est un individu. Un individu. Lorsqu'il produit, et ça partait où? Jamais on vous dit que la vente de ces coltans, ça a été organisé ici en RD Congo. Ça traversait et ça faisait du Rwanda le premier producteur. Et sous Fachi, nous voyons que tout redevient à la normale. Ce n'est pas un bilan. Et ceux qui crient là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'est-ce qu'ils feront? D'ailleurs, moi je dirais que c'est la force de son bilan qui a fait que beaucoup d'opposants aujourd'hui se sont retirés. Est-ce que vous avez la vraie opposition comme nous on l'a vécu à son temps? Vous pensez qu'il n'y a pas de vrais opposants? Non, 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 c'est rien. Mais un opposant qui manque à dire, qui se met simplement au grand jour à danser, et qui vous dit qu'aujourd'hui, là, vous voyez que le chef de l'État m'a triché. Le président de la République m'a triché. Il a volé mes idées. Mais c'est un aveu d'impuissance, un aveu d'incompétence. Lorsque moi, opposant, je passe, je dis à mes militants, vous voyez, quand moi j'ai parlé pour tel, maintenant aujourd'hui, il a fait, il m'a volé. Autrement dit, c'est quoi? D'une part, il reconnaît la force de frappe du président de la République. Il reconnaît qu'il est en train de travailler dans les limites de la volonté du peuple. Et c'est pourquoi, au lieu d'accepter, il dit non, il a volé mes idées. C'est grave. Et d'autre part, ça vide l'opposition de toute sa substance. Regardez aujourd'hui les gens... Pourtant, vous avez M. Katumbi, M. Fayoulou, oui. Vous avez Matata Pogno, qui disent que vous avez peur de leur candidature. Quelle candidature? Non, nous connaissons les styles. Nous connaissons les styles.
Et du côté Fayoulou, il vous accuse de vouloir tricher parce que vous avez peur qu'il ne gagne on a triché les élections. Moi, je vous dis ceci. D'organiser la tricherie. Comment moi, je me disais, j'attendais le premier indice de tricherie. Tshisekedi, nous savons que les élections sont sociologiques. Ce qu'il est dans l'espace Katanga, ce n'est pas, dans l'espace Kassai, ce n'est pas ce qu'il est dans d'autres provinces. Quand j'ai vu la loi sur la répartition des sièges, j'attendais que le Kassai oriental quitte de 6 à 11, comme ce fut le cas en 2006. En 2006, UDPS a dit qu'il ne c'est la ville de Mbujimaï. La ville de Mbujimaï. Sorry, la ville de Mbujimaï. Le Kassai, je parle de la ville de Mbujimaï, d'abord comme échantillon. Je prends toujours des échantillons. Ils étaient à 11 en 2006 parce que UDPS avait dit je ne pars pas aux élections. En 2006, en 2011, UDPS dit je vais aux élections, on diminue, ils quittent de 11 à 8. En 2018, ils quittent de 8 à 6. J'attendais qu'on me dise que dans l'espace Kassai, Tshisekedi a intimé l'ordre à qui ça? À Kadima pour qu'il donne autant de sièges. Mais rien du tout. Katanga a perdu un siège. C'est pour vous dire que, toutes choses récentes égales, la tricherie, c'est dans la tête des opposants qui se sentent déjà perdants. Et quand vous me dites, il y a des opposants préfabriqués. Hein. Lorsque vous me parlez de ça veut dire quoi, opposants préfabriqués? Oui, préfabriqués. C'est pour besoin de circonstances. Là, une survie, une couverture politique. Je sais qu'il y a aujourd'hui des procès contre moi parce que j'étais au BCCO, j'étais à la BCC, mais la fortune que j'ai amassée ne peut pas aujourd'hui couvrir ce que j'ai comme infrastructure. Une grande université, une grande école, tout ça c'est pratiquement impossible. Il faut qu'on puisse vérifier au grain d'où vient cette fortune. Je me fais opposant. Comme ça, dès qu'on me touche, oh, les opposants sont maltraités. Mais je ne suis pas un. Et si vous vérifiez bien, lui-même là opposant, député, candidat, il est candidat à la députation nationale. Mais finalement, comment vous aspirez à de grandes responsabilités de la République, mais vous allez vous replier à la députation nationale. Dans l'entretemps, vous êtes candidat président de la République. Mais c'est pour vous dire que c'est une farce. Une farce. Ce sont des preuves pour moi, ça n'engage que moi, qui attestent qu'il n'est pas opposant. S'il est opposant, ce n'est pas manque de termes. Et s'il veut se faire opposant, c'est pour se couvrir de toutes les initiatives judiciaires qui pèsent sur lui. Non, il n'y a aucun candidat dans l'opposition qui vous effraie. Comme qui, par exemple? Il n'y en a aucun. Ou bien je pose autrement ma question. Ah, allez-y. De Mukwege. Rien du tout. Katumbi. Quand Matata, vous parlez... Sanga, Mozito, de toutes ces personnes, je suis très content. Laquelle vous fait le plus peur? Je suis très content candidat. du prix Nobel. Le prix Nobel, on en a un pour l'instant. Je ne sais pas s'il y en a l'autre. C'est vraiment la poule aux œufs d'or, Dr Mukwege. Nous devons beaucoup le protéger. Il mérite beaucoup de respect. Mais Dr Mukwege, son combat, c'est contre les exactions à l'Est. Le prix Nobel, la dénomination, la débaptisation des universités, des écoles en France. Mais nous voyons la même France rôder là autour du Rwanda, soutenir le Rwanda. Mais moi je me disais, au lieu de s'attaquer à la fièvre, attaquez-vous à la cause. Quelle est la cause de notre guerre? Mais c'est la France qui est là, qui est en train de soutenir le Rwanda. Mais la même France vous décerne des prix Nobel, de bâtir ces universités en votre nom. Commencez par renoncer. En ce moment-là que je dise, voilà un vrai opposant. Mais je ne disconviens pas. Dans votre secteur, vous êtes bon. Vous êtes mieux au nom de la société civile. Vous êtes la voix des sans-voix. Vous réparez nos mamans. En tout cas, personne d'autre que Dr Mukwege. Imitez-vous là-bas. Alors, vous pensez qu'il n'est pas bon pour la politique? Non, il n'est pas bon pour la politique. Dr Mukwege n'est pas bon pour la politique. Pourtant, il y en a qui pensent qu'il ferait un bon président de la République. République. Non, ne vous en faites pas. Les bons coachs ne sont pas nécessairement les bons joueurs. J'ai vu Mourinho qui n'a jamais joué au football. Un meilleur coach du monde. On en connaît autant. Moi, j'ai connu Thierry Henry, qui était un très bon joueur, mais un mauvais coach. Alors, moi, je dirais, c'est un bon médecin, il est bon pour la société civile, il est bon comme porte-flambeau, il est bon pour faire des pressions et montrer ce que le pouvoir en place doit faire, mais c'est un mauvais candidat. Je ne sais pas s'il s'est déjà déclaré. Je sais qu'il y a des gens qui le boostent. Vous savez, même dans la Bible, c'est arrivé avec le diable, non? Il était bon pour
danser, chanter pour la gloire de Dieu, mais n'était pas bon pour prendre la place de Dieu. Et c'est l'orgueil, on l'a mené au-dessus, qui a fait ce qu'il soit précipité et perdre la gloire qu'il avait même dans le ciel. C'est pour moi de... Donc je comprends que vous n'avez, au niveau de l'union sacrée, peur d'aucun opposant dans le contexte actuel. Aucun, et alors aucun qui nous effraie. Même pas Katumbi Moïse. Non, là, il ne faut même pas parler de Moïse. Lui-même le sait pertinemment bien que face à Tshisekedi, il ne fera rien. Ça, c'est rien du tout. Et donc, on est bien parti pour un deuxième mandat de Tshisekedi. Moi, je prie qu'on suscite beaucoup de candidatures d'opposants, qu'ils viennent, ça ne nous effraie pas. Même s'il y en a un million. Un candidat unique, vos chances s'amenuisent. Je vous avais toujours dit, parce que moi je suis chrétien, je vous dis qu'il est difficile que l'argile et le fer demeurent ensemble. Cette histoire de la Mouka, ils étaient tous là-bas. Où serait-il parti la Mouka? Ça existe encore. Le Tundu l'avait dit juste après l'élection que la Mouka n'existe plus. Les gens ne l'ont point cru, mais voilà aujourd'hui la Mouka est où? Si à eux-mêmes, là au niveau de l'opposition, ils ont été incapables d'assurer l'alternance après chaque 3 mois, vous pensez qu'ils peuvent le faire en étant à la tête du pays? Je vous dis, aucun candidat n'effraie l'union sacrée et sa haute autorité politique de référence qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maître John Bombo, secrétaire général de l'ADP. Et je le dis par conviction. Vous le dites surtout aussi parce que vous êtes de l'union sacrée. Oui, mais je suis allé demain, si vous n'êtes pas de l'union sacrée, le discours va certainement... Demain, nous serons toujours de l'union sacrée. Demain, c'est Tshisekedi qui sera toujours au pouvoir. Nous l'accompagnons et nous partageons son bilan. Demain, les autres dans la transhumance, pas nous. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Maître John Bombo, secrétaire général de l'ADP. Nous considérons cela comme votre dernier mot. Merci de nous avoir accordé ce temps et bonne chance. Nous rappelons que vous êtes candidat député national. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés et suivis à travers toutes nos plateformes et les médias partenaires. Merci à Jean-Pierre Kabongo qui a réalisé cet entretien. Le plaisir était pour nous de vous présenter ce programme et il le sera encore lorsque nous allons vous retrouver très bientôt. Au revoir et à la prochaine.